Dans la chaire de la paix, il y a plusieurs axes, dont l'axe qui est relatif au transhumanisme, transanimalisme et transterre. Donc, à cette occasion-là, nous avons organisé plusieurs colloques. Le premier colloque sur le transhumanisme a été fait avec la Chine. Donc, c'était très intéressant parce que vous voyez faire des comparatifs d'un pays à l'autre sur des sujets aussi importants. Et bien sûr, ça a des conséquences très importantes par rapport à l'environnement, par rapport aux générations futures. Alors, nous sommes un trio incroyable, donc avec Amandine Keyol, que vous voyez en photo ici, qui n'a pas pu venir, mais qui est vraiment très, très investie, et avec Émilie Gaillard. Alors, ça a été un axe au départ compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il n'y avait pas de présentiel. Et c'est là où on s'est rendu compte comme quoi les rapports humains sont très, très importants. Donc, plus que jamais, nous rencontrer aujourd'hui, c'est aussi quelque chose, c'est une chance inouïe. Et j'espère qu'il n'y aura plus de Covid. Et pour qu'il n'y ait plus de Covid, eh bien, il nous faut tous travailler ensemble sur le droit de l'environnement et sur toutes les implications en santé animale, santé de la terre et santé humaine. Tout est imbriqué et n'oublions pas qu'il nous faut tous œuvrer. Alors nous avons travaillé avec les Chinois sur le transhumanisme, un colloque extraordinaire pendant 2 jours. Et c'est vrai que tout à l'heure on parlait de l'environnement. Les Chinois sont très très en avance sur l'environnement. Quelque part ils sont acculés. Ils sont acculés parce qu'il y a énormément de pollution chez eux. Et donc, du coup, ils se posent plein de questions. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Chine à des colloques sur le droit de l'environnement. Je suis intervenue sur l'eau, sur les apports du droit de la santé dans le domaine de l'environnement. Et croyez-moi, j'ai pu voir que les Chinois aussi travaillent beaucoup sur ces thèmes. Et c'est un espoir très, très important parce que vraiment, toutes les grandes civilisations doivent aller dans le même sens. Alors, nous avons aussi travaillé sur le transanimalisme. Transanimalisme, peu de personnes en parlent, alors que c'est tout aussi important. Et parfois même, lorsqu'on travaille sur le transanimalisme, on voit ce qui va se produire sur le transhumanisme. Parce que vous voyez, ils n'hésitent pas à faire des choses sur les animaux qu'ils n'osent pas encore envisager sur les hommes, mais un jour ça va venir ou c'est déjà en train de venir. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et notre futur projet, eh bien, c'est de travailler sur la transterre, parce que tout est imbriqué. Hein, on appelle ça les briques en droit du numérique. Eh bien, là, en droit de l'environnement, on est dans une succession de briques. Alors, pour ma part, j'en profite. Au départ, c'était pas l'occasion, mais finalement, j'interviens. Et je vais vous présenter les nouveaux droits intergénérationnels protecteurs portés par la One Health. One Health, c'est une santé. C'est pas une santé humaine. C'est une santé de la terre, de l'animal et de la personne humaine où tout est lié. Alors, au départ, j'avais mis humain. Je me suis trompée. J'aurais pas dû mettre humain. Après, je me suis dit, je mets intergénérationnel. Après, je mets transgénérationnel. Vous voyez, c'est ça la recherche. Tout à l'heure, il disait, notre collègue magistrat, que c'était important qu'il y ait des interactions entre les professionnels et les chercheurs, parce que nous, on passe notre vie à chercher. Et en France et dans le monde, il n'y a pas assez de mouvements où on associe toutes les forces vives, alors qu'on a tellement besoin d'avancer très vite que plus que jamais, il faut renverser ça et sans cesse se poser des questions, y compris par rapport au titre. Pour commencer, je vais vous parler de quelqu'un qui me tient à cœur. Une personne qui a fait sa rentrée, qui a 15 ans, qui hier a rencontré de nouveaux amis dans un lycée, etc. Elle est pleine de vie, pleine d'espoir, mais elle est aussi pleine de désespoir. Très tard, une fois, elle m'a dit: Maman, pour combien de temps vais-je vivre? Maman, est-ce qu'un jour j'aurai une famille? Est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Maman, quelle sera ma qualité de vie? Ce sont des questions pour lesquelles moi, à 55 ans, je ne m'étais jamais posée.
Et ce sont des questions que peut-être vous vous êtes posées, ou peut-être que vos enfants vont se poser. Donc, plus que jamais, nous devons être tous impliqués sur les problématiques pour les générations. On parle de générations futures, mais on parle aussi de générations d'aujourd'hui. Donc, il est très, très important de pouvoir tous se sentir impliqués. Vous nous écoutez, vous, tous les étudiants. Mais demain, c'est vous qui serez à ma place. Donc voilà, c'est à vous de porter tout ce projet. Tout à l'heure, Corinne Lepage parlait des années qui ont passé de son destin de vie. Eh bien, nous avons tous ce destin de vie. Alors, pour ma part, je ne me suis pas intéressée tout de suite à l'environnement. Je me suis intéressée à la santé. Ensuite, à la santé numérique. Et progressivement, j'en suis venue à l'environnement parce que, bien évidemment, tout est lié. Voilà pourquoi il faut travailler par rapport au droit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler par rapport à l'éthique. Donc, quand j'ai travaillé en droit de la santé, je me suis formée en éthique avec des professionnels de santé. Alors, vous le savez, il y a deux types d'éthique. Il y a l'éthique philosophique, théorique, où on va étudier les grands auteurs, et vous avez aussi l'éthique qui est appliquée. C'est-à-dire qu'on va réfléchir comment, par rapport aux nouvelles questions, aux nouvelles pratiques, on va devoir se positionner. Alors l'éthique en droit de la santé, en santé et en droit de la santé, c'est un long cheminement. Il y a eu beaucoup de difficultés pour entrer dans la pluridisciplinarité. Je me souviens qu'au départ, les médecins ne voulaient certainement pas d'une juriste. Maintenant, ils sont beaucoup moins réservés. Et il ne faut pas que des juristes, il faut des anthropologues, des sociologues, des philosophes. Parce que l'éthique, c'est de la réflexion. C'est de la réflexion sur les grandes questions d'aujourd'hui. Et cette réflexion qui est interdisciplinaire, avec la géographie, l'économie, l'environnement, etc., elle va se faire en aval du droit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez par exemple le Comité national d'éthique. Et après, vous avez aussi de l'éthique par rapport aux pratiques. C'est-à-dire, ah oui, tiens, on a fait de la télémédecine aujourd'hui. Ah oui, mais ça va avoir des incidences par rapport à l'environnement. Comment on va pouvoir gérer? Donc, vous voyez, l'éthique est incessante. C'est de la réflexion éthique. Et suite à cette réflexion, suite à ces propositions, eh bien, le législateur va faire des choix. Le législateur fait des choix aujourd'hui, mais le législateur va faire des choix demain. D'où l'importance des professionnels, en fait, qui apportent des propositions, et d'où l'importance, encore une fois, des universitaires. La santé, c'est un domaine qui est tout à fait particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on travaille dans le domaine de la santé, on est aux premières loges de ce qui se passe. Vous voyez, les premiers qui ont fait de l'éthique, eh bien, ce sont les médecins qui se sont posés des questions sur leur pratique dans le domaine des lois de bioéthique. Et après, l'éthique, elle investit tous les champs. Par exemple, j'ai fait de l'éthique avec des assureurs, on peut faire de l'éthique avec des banquiers. Enfin, l'éthique est ouverte à toutes les disciplines. Alors, pourquoi cette démarche de One Health, de santé globale? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec la Covid, mais avant, il y a eu plein de précédents, que de la santé animale, eh bien, il va y avoir des effets directs sur la santé humaine. Nous avons été immobilisés complètement pendant des mois, des années, à cause de la Covid. Et ça va continuer, parce qu'il va y avoir d'autres pandémies. Il y en a eu avant et il y en aura prochainement. D'où toute l'importance, avec cette réflexion éthique, avec cette réflexion juridique, de toujours anticiper et de pouvoir se préparer. Donc en fait, la santé humaine dépend de plein d'écosystèmes qui sont en interdépendance et on a le devoir, mais on a aussi l'obligation de les protéger. Alors originellement, tout à l'heure on a parlé de l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de la santé parle de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
Avec cette définition, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme, on ne voit pas du tout le reste. Et donc, vous voyez quelque part, cette définition qui à un moment a fait date, qui à un moment a présenté beaucoup d'intérêt, elle doit être repensée au niveau de l'Organisation mondiale de la santé avec le concept de One Health. En effet, l'humain, seul, court à sa propre fin. On ne peut plus avoir de vision individualiste, exclusive, à court terme. Toute l'importance de voir plus loin, de se préparer avec une dimension globale et des nouveaux outils, notamment la One Health. Alors, pour ma part, après beaucoup de réflexions, d'analyses, voilà, dans le domaine de la santé, j'en viens à la constatation suivante, c'est que nous sommes dans un vrai chaos. Un chaos éthique et un chaos juridique. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le chaos? Le chaos, ça veut dire que c'est un état confus, où il y a de la confusion et du désordre. Et ce chaos, il peut être là parce qu'il ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. D'où toute l'importance de réfléchir sur le chaos de l'éthique et du droit de la santé. Et le concept de One Health va pouvoir permettre de remédier à ce chaos par sa dimension beaucoup plus large, par sa dimension beaucoup plus interactive, par les connexions qu'elle offre. Alors, de par la nature, nous sommes dans un chaos, déjà. Le chaos du Covid, le chaos des crises climatiques, le chaos de l'énergie en ce moment, le chaos de tous les matériaux qui vont former le numérique. Vous voyez, et on est en train d'épuiser nos ressources rares. Donc, on ne peut pas se contenter uniquement de dire il y a chaos. Il nous faut nous préparer pour la suite. Voilà pourquoi la One Health est un rappel de toute la nécessité de prendre la nature dans sa dimension globale et de nous rappeler pas seulement de nos droits, mais aussi de nos obligations et de nos responsabilités. Alors voyons d'abord le chaos de l'éthique. Et reconnaître le chaos de l'éthique et y remédier par la One Health, c'est se préparer pour les générations actuelles et futures. Alors, en France, on a la chance d'avoir le Comité consultatif national d'éthique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait dans les années 80. Donc un organisme très important qui est arrivé pour réfléchir sur l'éthique dans le domaine de la santé. Donc en fait, au départ, c'était uniquement réservé dans la santé. Et finalement, ces derniers temps, eh bien, ils élargissent par rapport aux plantes et par rapport aux animaux et aux milieux. Donc vous voyez, en fait, au départ, se contenter uniquement de l'humain, ça nous mène au chaos parce qu'on va s'intéresser qu'à des problématiques extrêmement étroites. Et pour pouvoir sortir de ce chaos, eh bien, il faut aller beaucoup plus large. Alors, chaos pourquoi? Chaos parce qu'on est dans une profusion de textes. Par exemple, en ce moment, je travaille sur le droit du numérique. Et dans le domaine du droit du numérique, on a des centaines et des centaines de rapports, de déclarations, de résolutions, de toutes parts. L'UNESCO, le Comité consultatif national d'éthique, l'Office parlementaire des choix scientifiques, la CNIL, la Commission nationale des informatique et liberté. Voilà, donc beaucoup de textes. Mais ces textes, ces rapports, tout à l'heure, on parlait d'un autre rapport. À quoi ça sert s'ils restent dans les placards? Donc il faut aussi non seulement exploiter ces textes, ou peut-être même réfléchir sur est-ce que ces textes ont une dimension qui correspond à nos besoins d'aujourd'hui et comment les faire évoluer. Pareil, on a une éthique qui est très confuse, c'est-à-dire qu'on a plein d'avis mais qui arrivent comme ça, au fur et à mesure de la mode, dans le domaine de la santé ou même maintenant dans d'autres domaines, notamment par rapport au numérique. Et ce qui se passe, c'est que l'éthique, qui en principe
au départ uniquement pour le bienfait de la protection de l'humain, eh bien maintenant elle perd ses repères. Elle va se faire par exemple par rapport au numérique, et le numérique oublie l'homme. Voilà, donc ça c'est un problème parce qu'on perd l'axe central qui est l'humanité, l'humain, les générations futures, la paix et l'environnement. Alors pour vous donner un exemple significatif, où on ne comprend plus rien à l'éthique, eh bien la France a présidé l'Europe cette année. Et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ils en étaient très fiers. C'était les principes européens de l'éthique du numérique en santé. Or, par nature, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'éthique, c'est de la réflexion. Ce sont des propositions. Alors, lorsqu'on crée des principes éthiques, on va vers du droit. Et là, on n'a rien compris. Parce que ceux qui disent qu'on fait des principes éthiques, eh bien, ils immobilisent la réflexion éthique et ce n'est surtout pas possible. Donc là encore, on se retrouve dans un chaos. Alors, il nous faut changer de méthode. Et c'est pour ça que les universitaires sont très, très importants, mais aussi tous les professionnels, etc. Alors, de plus en plus, on a toujours mis en avant les experts. Ici, par exemple, il y a beaucoup d'experts dans cette salle. Mais on ne peut plus se contenter uniquement des experts. Parce que les problèmes sont tellement, tellement importants qu'il faut de plus en plus intégrer la société civile. Parce que ça va avoir des effets majeurs sur nos générations actuelles et nos générations futures. On a aussi de la réflexion éthique sur du précis, des thématiques très très précises. Donc en fait, vous voyez qu'ils sont réduites, étroites. Alors qu'en fait, on ne peut pas, par exemple, s'intéresser au numérique et la santé sans envisager l'organisation globale, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire les conséquences climatiques. Donc vous voyez, il faut aussi, là encore, changer de méthode. Alors le Comité consultatif national d'éthique a pris ça en considération parce que lors de l'un de ses derniers avis, pour la première fois, il a parlé vraiment de la participation citoyenne. Et pour la première fois, ils ont invité des gens de la société civile à réfléchir pour les avis dans le comité d'éthique. Donc vous voyez, on progresse, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on progresse, donc il y a beaucoup d'espoir. Voilà, donc il est grâce à la One Health, eh bien on va appréhender la personne humaine comme un élément parmi les autres. Avant, c'était l'élément central, alors que maintenant, c'est un élément parmi les autres. Et donc, vous voyez, ça va beaucoup nous ouvrir par rapport au droit, par rapport à la construction du droit. Alors, on est aussi dans le chaos du droit. Pourquoi? Parce qu'on a une succession de codes. Par exemple, moi, je travaille en droit de la santé. Le code de la santé publique, il est comme ça. Et vous allez aller dans le code de la santé publique, dans le code civil, dans le code de la sécurité sociale, dans le code des assurances. Et on passe notre vie à tirer sur les textes et à essayer de nous y retrouver. Alors, le droit, la vocation du droit, c'est d'être accessible à tous, d'être compris par tous et d'être appliqué par tous. On a perdu ce repère essentiel. Donc, il est absolument indispensable de pouvoir reconsidérer le droit. Et la One Health peut aussi nous porter vers cela pour changer de méthode. Des glissements, par exemple, on a eu la loi de bioéthique en 2021. Et dans cette loi de bioéthique, on a autorisé que l'embryon puisse être modifié vraiment génétiquement jusqu'au 14e jour. Il y en a même qui ont proposé jusqu'au 21e jour. Alors vous allez me dire, oh oui, mais c'est pas grave, 14e, 21e jour. Oui, mais ça se passe en France. Alors qu'en Chine, ils ont créé Nana et Lulu. Nana et Lulu avec la technique CRISPR-Cas9. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça. Et là, on a modifié leur génétique constitutionnelle.
Et ça veut dire que si Nana et Loulou ils viennent ici, ils épousent un Français, eh bien l'humanité va être transformée. Voilà, donc en fait, attention au dérapage législatif, et il est absolument nécessaire de faire des textes au niveau international. Alors vous allez me dire, oui, mais il peut y avoir la Convention d'Oviedo. La Convention d'Oviedo a limité la génétique constitutionnelle. Le problème, c'est que ni les États-Unis, ni la Chine n'ont signé cette Convention d'Oviedo. On ne peut plus continuer comme ça. Et mes amis chinois, effectivement, là, ils se posent des questions. Et j'espère que même s'ils ont envie d'avancer de manière très, très importante dans la recherche, ils reviennent vers la raison pour pouvoir protéger les générations actuelles et pour pouvoir protéger les générations futures. Voilà pourquoi il nous faut absolument réinventer le droit. Mais comment réinventer le droit? Alors, il y en a qui disent, on va faire des principes, on va faire des déclarations, on va faire des résolutions. On a des droits. Oui, mais ça fait des années qu'on en parle. On est acculé. Chaque jour, il y a des problèmes climatiques qui surgissent. Chaque jour, on est touché par la Covid ou par d'autres choses. Donc, on ne peut plus se contenter de ces fameuses déclarations, même si elles sont très difficiles à mettre en œuvre, comme l'a expliqué ce matin Émilie ou encore Madame Lepage. Voilà pourquoi, à mon sens, il est indispensable de créer de vraies obligations, de vraies responsabilités et de créer des traités. Alors vous allez me dire, oui, c'est impensable. Eh bien moi, je pense que c'est pensable, c'est vraiment tout à fait réalisable, puisque plus le temps passe, plus nous sommes acculés. Reste à savoir comment il nous faut légiférer. Donc là encore, l'éthique va venir à notre secours pour pouvoir repenser sur notre manière de faire. Alors, les droits, le peuple autochtone, alors je ne sais pas si on a le temps. On va devoir conclure parce qu'en fait, on a une pause d'un quart d'heure. Bon, alors, on peut pas. Donc, en fait, le droit autochtone avait une manière de faire, mais bon, ça, on pourra en parler. Vous pourrez en parler plus tard. Demain. Et pour ma part, il y a plein de principes qui peuvent se mettre en route. Le principe de la primauté du bien commun de la nature dans sa globalité. Vous voyez, c'est-à-dire l'homme, la nature, l'animal, etc. L'intérêt général, on oublie toujours l'intérêt général. On est avec des sociétés telles que les GAFAM qui prennent une importance monstrueuse. Alors que, en fait, on oublie l'élément principal qui est l'humain. La non-discrimination temporelle qui a été présentée ce matin. La dignité de générations futures. Le principe de responsabilité des générations actuelles pour les générations actuelles et futures. Voilà, j'ai terminé. Juste cette citation pour terminer. Pendant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité. Alors j'en profite en termes de responsabilité pour vous dire que on est tous ici. On a tous pris l'avion, le train. Ça représente un potentiel d'énergie dépensé énorme. Ça représente quelque part un luxe. On est content de nous retrouver là. Mais nous, on doit être responsable. Puisqu'on a été dans ce mouvement pour nous rencontrer dans ce colloque, eh bien, maintenant, en contrepartie, on doit être responsable, c'est-à-dire avoir des actions pour pouvoir compenser les vols qui ont été faits de par le monde. Merci. Voilà, donc je vous remercie. Merci.